Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur CamNews 24 Télévision pour cet autre rendez-vous sportif sur le petit écran. Ce soir, nous allons parler des Lions indomptables juniors avec la brillante victoire à la phase aller. C'était dimanche dernier contre la sélection junior de la Libye. 3 buts à 0 du côté de la région de l'Ouest au stade Omnisport de Bafoussam. Cette brillante victoire donc face à la sélection junior met pratiquement un pied met le pied autant pour moi à l'équipe nationale junior pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations juniors qui va se disputer du côté de la Zambie en 2017. Et puis en deuxième partie, nous allons parler de l'arbitrage, notamment de la loi 11, une loi qui a donc été, on va dire, mal interprétée à la 25e journée par le trio ou alors par deux arbitres de la rencontre Union Sportive de Douala contre Young Sport Academy de Bamenda, avec à la clé notamment des suspensions à titre provisoire de la part de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Vous le savez bien, l'arbitre Hénon ou alors l'arbitre Saint-Luc et Olivier Hénon ont été suspendus à titre conservatoire par le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une suspension qui fait donc des vagues depuis plusieurs jours. Pour donc en savoir un peu plus davantage, nous avons invité sur ce plateau des personnalités sportives qui maîtrisent parfaitement l'arbitrage, notamment Alessi Bougaïked qui est arbitre international et bien sûr de l'autre côté Gérard Martin Ekani qui est un observateur averti de la scène sportive. Le temps de souffler, nous vous retrouvons après cette légère transition. Voilà, merci de nous retrouver une fois de plus. On va immédiatement accueillir nos invités qui sont déjà là. On va commencer par notre droite, mais à la gauche de votre petit écran. Soyez attentifs lorsque nous utilisons toujours cette expression-là. Gérard Martin Ekani vient juste d'entrer dans ce studio. Gérard Martin Ekani, bonsoir. Oui, bonsoir, capitaine Nateba. Je ne veux pas trahir un secret. Vous avez fait des pieds et des mains pour arriver dans ce studio. Vous sortez fraîchement de la région du centre, la capitale des institutions camerounaises. À Yaoundé. Voilà. Oui, je sors justement de là. J'étais au village, en tout cas, mon village c'est là-bas. Ouais. J'étais donc là-bas pour des obligations familiales. Bon, j'ai couru. Puisque je vous ai eu au téléphone hier. Vous m'avez eu au téléphone hier, vous m'avez eu au téléphone aujourd'hui. J'étais en route à Boumniebel la dernière fois. Bon, j'ai dit que je devrais être là. Bon, je suis là et je dis bonsoir à mon co-panéliste, à Sa Majesté, oui. Voilà. Et puis bonsoir également à nos téléspectateurs. Merci infiniment Gérard Martin Ekani. Je vais juste rappeler que Gérard Martin Ekani, certes, est observateur de la scène sportive, mais il est également journaliste de formation, écrivain et adjudant principal des douanes à la retraite. Me suis-je trompé? Non, c'est tout à fait ça. Merci Gérard. Alors, Majesté, vous avez bien compris, il aurait fallu qu'on vous donne la parole en dernière position. Merci encore, Majesté, d'être là. Je vais rapidement préciser, avant que vous ne preniez la parole, Majesté, que votre présence sur ce plateau, aujourd'hui, est, on va dire quoi, due au fait que nous allons parler de l'arbitrage en deuxième partie. Et je rappelle également que vous êtes ancien arbitre international, vous êtes désormais également commissaire et inspecteur des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 au Cameroun. C'est bien cela. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, capitaine Ateba. Je profite de l'occasion pour saluer et rendre hommage à Gérard Martin Ekani qui nous alimente souvent des commentaires positifs au niveau du football. Ce n'est pas un inconnu pour moi. Donc, je lui tire le chapeau pour quelquefois des explications qui nous échappent, parfois même nous des techniciens. Donc à ce sujet, je suis heureux de partager ce plateau avec lui. Tout à fait. S'agissant donc de ma posture comme arbitre international, vous venez de le dire, cela me donne d'office à une certaine catégorie le devoir de regard sur la prestation des arbitres. C'est en cette qualité qu'on peut vous désigner ou qu'on peut vous donner le nom d'inspecteur des arbitres. Quant à la qualité de commissaire de match,
il suffit que vous soyez imprégné d'abord des règlements d'une fédération ou d'une compétition et que vous ayez un sens d'honneur et de respectabilité pour le devenir. Ça n'a pas forcément l'obligation d'une formation atypique. Vous nous dites en un mot qu'un commissaire de match n'est pas forcément un arbitre à la souche et qu'un inspecteur est forcément un arbitre au départ. Au départ, commissaire de match, même au niveau international, c'est un représentant administratif de la fédération. Normalement, il doit également avoir quelques notions des règles du jeu parce qu'il peut donner des décisions sur certains cas. Mais on ne peut pas être inspecteur des arbitres si on n'a pas été arbitre. Et cette catégorie-là s'affecte en fonction du niveau où vous avez aussi évolué. Vous ne pouvez pas être arbitre, inspecteur de match d'un arbitre international qui a vécu plus de cas que vous et que vous puissiez le noter. L'expérience et le background. Permettez-moi en fait, parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet pour rendre hommage à une dame, ma maman, une tante, qui a favorisé que je ces attributs pour devenir Sa Majesté. Et c'est Madame Veuve Belle Ningoba Tanti qui est décédée il y a 2 semaines. Paix à son âme. Nous allons la conduire diamant à sa dernière demeure le vendredi. Au village, mais déjà la levée du corps aura lieu le jeudi à 13h ici à l'hôpital de district, à la mort de l'hôpital de district de Lorbaba, où je convie tous mes amis à la veillée à PK14 à l'église catholique de PK14. Merci Majesté, de m'avoir donné cette opportunité. Merci Majesté. Nous ne pouvons que souhaiter donc que la terre de Dieu lui soit légère. La formule est consacrée. Alors on va entrer dans quelques instants dans le vif du sujet, mais avant de retrouver le sujet principal, messieurs, je vais vous inviter à regarder ce document préparé par la rédaction sportive de Camus 24 Télévision, n'est-ce pas? C'est la rencontre Cameroun-Libye, c'était dimanche dernier du côté de Bafoussam, une victoire à la clé des Lions Juniors, 3-0. La caméra est de Franck Mbala, un montage de Romuald Yachen. Les images ne sont peut-être pas exclusives, mais elles sont alléchantes. Nous proposons de regarder ces images. Juste derrière, nous vous retrouvons nos invités pour débattre de la première thématique de cette édition. A tout de suite.
Je dis merci aux supporters parce que déjà la dernière fois, ils ont démontré qu'ils sont tous derrière les Lions. Voilà une première manche qui donne l'avantage au Cameroun avec 2 buts. Et ces 2 buts sont des erreurs individuelles, n'est-ce pas, des joueurs libyens, auxquels nous on les a amenés à faire ces erreurs. Mais je pense qu'on a une équipe libyenne qui techniquement a des arguments. Mais il va falloir que nous soyons encore un peu plus lucides et plus déterminés dans nos duels parce que là, on a besoin de les pousser, n'est-ce pas, aux erreurs comme on l'a fait. Il va falloir continuer à ce niveau. Mais c'est une très belle équipe camerounaise qu'on a, n'est-ce pas, sur le terrain, malgré qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. On a en face une bonne équipe libyenne, tactiquement et techniquement au point. On sent qu'ils jouent ensemble depuis un bon bout. Mais je pense qu'avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de courage, nous pouvons arriver à mettre beaucoup plus de buts. La première mi-temps pour moi a été une première mi-temps très laborieuse, dans la mesure où les Lions élaboraient un jeu, on dirait les grands Lions. Et c'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau aux entraîneurs parce que je profite, parce que j'étais à la réunion préparatoire avec les autorités. Les consignes que l'excellence Roger Mila a données a été respectées. Les consignes que le ministre de la Jeunesse et Sport a données a été respectées. Les consignes que le président de la fédération a données, respectées. Vraiment satisfait et surtout du public qui, une fois de plus, est venu vraiment nombreux soutenir cette équipe que nous allons pousser jusqu'au bout pour cette CAN à la Zambie. C'était tout simplement magnifique. 3-0 à Bafoussam une fois de plus. Il faut dire que l'Ouest est béni. Qui dit merci, on demande encore? Qui dit merci, on demande encore. Et nous souhaiterions que les prochains matchs, le quota de buts monte. On ne doit pas rester toujours à 3-0. Il faut que nous montons même à 4-0. Et pourquoi pas 5 et plus? On l'a dit, je pense que c'est désormais le stade des Lions indomptables. Et c'est ce que nous souhaitons, nous les autorités traditionnelles. Comment avez-vous accueilli la victoire? Comme d'habitude, avec fierté, les Lions nous ont rendus fiers et tous les Camerounais sont fiers des Lions à Bafoussam. Voilà, 3-0 contre la sélection de la Libye. On le disait, dans le Cameroun a déjà presque un pied en Zambie, mais on attend encore la phase de retour dans 2 semaines du côté de la Tunisie, puisque vous le savez très bien, en Libye, la Libye est donc les stades de Libye, autant pour moi, la situation actuellement en Libye ne permet pas de jouer, donc de pratiquer le sport sereinement, raison pour laquelle la CAF a donc souhaité faire jouer cette rencontre du côté de la Tunisie. Alors messieurs, on va parler des Lions Juniors rapidement, avant de retrouver le deuxième thème de cette émission. Jérôme Martin et Kani, cette victoire contre la Libye ne marque-t-elle pas, on va dire quoi, peut-être pas le retour, mais est-ce qu'on ne peut pas finalement dire que à travers cette victoire-là, le football jeune, le football junior, l'équipe nationale junior est en train de faire renaître, disons-le ainsi, ce football à ses centres, le football jeune? Oui, moi je pense qu'on peut le dire, le football jeune est en train de renaître parce que c'est lui qui est le football de demain. Nous devons beaucoup plus compter sur ça. Surtout même en ces temps où nous préparons dans 2-3 ans la Coupe des Nations. Je crois que ces jeunes-là, en ce moment, pourraient, en tout cas certains d'entre eux, pourraient déjà faire les beaux jours de l'équipe Fagnon. Si notre équipe jeune peut faire aussi bonne prestation, je crois qu'il est de bon ton de les féliciter, de féliciter ces garçons. J'ai suivi ce match à la télévision, malheureusement je n'ai pas été là-bas, je n'étais pas dans la ville, je serais bien allé à Bafoussam. Mais également je devrais féliciter ici l'entraîneur qui a fait, Achou Besson, qui a fait, oui, un bon travail. Je crois que quand on donne une mission, une responsabilité aussi haute et le temps aussi, et le temps et les moyens à un Camerounais, parce que nous avons vraiment des entraîneurs de haut niveau ici dans le pays. Quand on donne une responsabilité à un compatriote comme ça et qu'il mène à bien sa mission, je crois qu'il est normal qu'on le félicite.
qu'on le félicite et qu'on félicite aussi ces jeunes gens. Je crois déjà que avec un résultat de 3-0, nous pouvons espérer. Nous devons espérer. Quand j'ai vu le match à la télé, j'ai eu peur. À un moment, lorsque nous menions 3-0, on a eu un penalty contre nous. Moi, j'ai dit, là, c'est très dangereux. Parce que si on gagne ce match par 3-1, 3-1 est très difficile, très mauvais. Parce que les gars, c'est facile de nous battre 2-0. Et gars serait qualifié. Lorsque notre gardien a fait ce qu'il a fait. Le gardien de Coton Sport de Garoua. De Coton Sport de Garoua, que nous connaissons bien dans notre pays, dans notre championnat. Je crois que c'est à féliciter. Et je ne peux que dire bravo à cette équipe. Merci. Alors, Majesté, Achou Bessong, rappelons rapidement que Achou Bessong est un jeune, bon, pas jeune, mais est un compatriote qui résidait du côté, n'est-ce pas, on va dire quoi, il était à l'étranger, il a été pêché de ce côté-là par les autorités fédérales pour qu'il vienne prendre l'équipe nationale junior. On lui a donné assez de temps pour, n'est-ce pas, préparer cette formation-là et on lui a donné un peu de moyens. Et avec ces moyens et ce temps-là, Achou Bessong est en train de faire un travail formidable. Majesté, est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on attend de nos autorités sportives, qu'ils donnent assez de temps aux sélectionneurs locaux ou expatriés et aussi également un peu de moyens pour que cela puisse permettre, autant pour moi, puisse mettre en place, n'est-ce pas, on va dire quoi, un plan de jeu, bref, qu'ils puissent s'exprimer, mais en sachant qu'ils ont assez de temps pour pouvoir peaufiner ci ou ça. C'est tout naturellement, capitaine, votre question est pertinente et certainement pour la plupart de ceux qui nous écoutent souvent, nous n'avons rien contre certains responsables de nos fédérations ou même de notre État que de regretter que ce qui se passe parfois ailleurs, qui est simple, nous n'arrivons pas à l'appliquer. Je ne sais pas à quelle raison. Vous dites certainement dans d'autres cieux. D'ailleurs, dans toute vie, vous ne pouvez rien faire de bon en un laps de temps ou sans préparation. Donc un entraîneur à qui on donne le temps, les moyens et la confiance ne peut que réaliser quelque chose qui fasse plaisir à ceux qui l'ont nommé. Donc il s'agit d'un travail que tous les Camerounais apprécient, qui nous fait honneur et qui nous permet, comme le disait tout à l'heure Gérard Martin, d'espérer que la prochaine CAN qui se jouera ici chez nous, certainement quelques jeunes peuvent avoir, pourquoi pas, l'opportunité de s'éclater. Donc il en est de même pour l'équipe senior ou des autres catégories, qu'on puisse responsabiliser les responsables, qu'on leur donne le temps de travailler. On peut avoir le résultat à l'immédiat, mais si ça tarde, on peut également accorder un léger temps à ceux-là pour constituer une équipe solide qui puisse faire valoir, n'est-ce pas, leur talent avec le temps. Donc j'encourage, nous félicitons, nous disons bravo à la fédération, bravo au ministre de la Jeunesse et des Sports. Quand c'est beau, nous disons que c'est bien. D'accord. Qu'on nous permette aussi plus tard de dire que peut-être le regroupement n'a pas été fait à temps, peut-être que la sélection n'a pas été celle qu'on attendait, et cette fois-là, on va vous traiter de tous les mots. Maintenant, nous sommes des patriotes, nous devons encourager ce qui est bon et dénoncer ce qui peut être rattrapable pour que tout le monde se sente concerné. D'accord. Gérard, on va juste préciser également que le sélectionneur national, y compris les autres coachs ou alors les autres sélectionneurs des autres catégories inférieures, étaient bel et bien au stade omnisport de Bafoussam. Mais précisément, Hugo Brosse, qui était là, il a vu, ça corrobore, n'est-ce pas, à votre suggestion de voir ces gamins-là dans 2, 3, 4 ans à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que le Cameroun va organiser. Ici, être justement les maillons forts de cette sélection nationale à Fagnon. Mais pour que cela se fasse, pour que cela soit possible, il faut également peut-être que notre championnat jeune, n'est-ce pas, puisse se jouer. Parce que ces gamins-là, c'est vrai, ils sont des internationaux juniors, mais beaucoup peuvent, n'est-ce pas, être tentés d'aller voir ailleurs. Et là, on pourrait les perdre, ou alors on pourrait perdre leur trace. Oui. Pour les encadrer, c'est une équipe nationale camerounaise qui devrait avoir ses bases d'abord au Cameroun. On ne va pas tout le temps compter avec des professionnels qui viennent d'ailleurs. C'est bon, ils sont meilleurs, ils sont bien, mais si l'équipe est assise... Ils n'ont que 30%. Hein. C'est-à-dire que le pourcentage pour avoir des profs, bon, disons,
le pourcentage est de 30%, ça veut dire qu'on a 70% des joueurs locaux et 30% des joueurs professionnels. Au niveau de la sélection junior. Oui, au niveau chez les cadets. Voilà. C'est dire que le socle de l'équipe, c'est le pays. C'est le pays. Exact. Il faut donc que les joueurs soient au pays. Et comment les joueurs peuvent être bons au pays quand ils ne jouent pas? La plupart se trouvent dans des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, mais qui ne sont pas de leur catégorie. Très bien, ils sont surclassés. Ils sont surclassés, notamment comme ils sont très jeunes, ils sont dans une équipe forte, une équipe de grands frères. Ils n'ont même pas beaucoup de chance. Par exemple, heureusement, leur talent les aide toujours à ce qu'on les filtre de temps en temps. Mais le Cameroun gagnerait à leur organiser leur championnat, un championnat junior qui a joué. Moi, je me souviens, moi j'ai joué dans Diamant Junior. Hein. Tout à fait. À l'époque, nous, on avait le Canon Junior, le Diamant Junior. Il y a au moins 30 ans, non? Oui. C'était la belle vieille époque. Oui. Alors, Majesté, cette époque-là peut-elle revenir facilement? Parce que le problème est là, Majesté, Alessi Bougaïké de Bilal, c'est bien, notre équipe nationale junior, elle est forte. Même si peut-être que d'aucuns diront que peut-être nous sommes en train d'aller vite en besogne. Mais je rappelle qu'à la phase précédente, l'équipe nationale junior camerounaise a mitraillé, n'est-ce pas, la sélection du Zimbabwe, 3-0 après avoir fait 0 but partout du côté, n'est-ce pas, de Harare. Alors, Majesté, peut-être qu'un championnat junior pourrait rendre davantage plus forte cette sélection nationale junior camerounaise. Il n'y a pas que la sélection nationale des juniors, mais là vous me relancez, vous me faites revenir à ma jeunesse. Moi je suis intégré au niveau de l'arbitrage comme deuxième promotion des arbitres formés à l'école. Qu'est-ce qui nous a édifié? Ce n'était que le championnat des jeunes. C'est là où nous avons tiré le maximum de notre énergie et de notre expérience parce que toutes les fautes se commettent à ce stade-là et ça vous permet d'évoluer. Et en ce moment-là, quand vous évoluez ensemble avec ces jeunes de la même façon, il y a une motivation et de ces jeunes et de vous. Donc, comme vous dites, un pays qui n'a pas de championnat véritable de la jeunesse ne peut que trouver sa jeunesse ailleurs. Parce qu'au-delà même de l'encadrement financier, le football, c'est le sport, c'est le jeu. Les gens veulent se mouvoir. Si quelqu'un n'est pas dans le contexte de se mouvoir, en ce moment-là, la tentation d'aller se mouvoir ailleurs est plus facile. Donc, nous pensons que pour nous qui avons vécu cette génération, comme le rappelait tout à l'heure Gérard Martin, ce n'est que la nostalgie qui nous reste. Et nous constatons, vous nous voyez en joie sur le résultat là, c'est parce que cela nous inspire peut-être une révolution future de la prise de conscience de tous les acteurs du football. Les présidents des clubs, les parents, l'État et ceux qui encadrent le football, c'est la jeunesse et ce n'est qu'elle seule qui peut relever le niveau du football dans un pays. Alors, Gérard Martin et Kane, on va sortir de la question dans quelques instants seulement. Disons-le clairement et honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un championnat de football jeune au Cameroun? Qu'est-ce qui nous manque? Je crois que il faudrait que la fédération impose déjà au club de mettre sur pied l'équipe junior. La Ligue. La Ligue, oui. Devrait. Quand on a union de Ligue 1 et Ligue 2. Oui. Ouais. Des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, Union de Douala devrait avoir Union Junior. Je crois que c'est prévu. Oui. Ouais. UMS devrait avoir UMS Junior. C'est le cas avec Canon. Oui. C'est le cas avec Coton. Il y a déjà c'est le cas avec les As de Douala. Il y a beaucoup de clubs qui ont. J'ai dit qu'il faut exiger, parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Il faut que Racing ait un Racing Junior qui nourrit, qui fabrique, qui crée, qui forme les joueurs du Racing de demain. Les gars de 15 ans, 16 ans, qui commencent à jouer maintenant. Et c'est ça, c'est les pouvoirs publics qui devraient impulser cet ordre, cette dynamique-là et pousser les autres. Pourquoi ne pas subventionner? Pourquoi ne pas donner des aides à ces équipes pour que... Parce que un président de club vous dira que vraiment, je fais déjà beaucoup. Pour voir l'équipe senior, vous me demandez trop que c'est moi qui nourris encore l'équipe junior, vraiment, je suis fatigué. Ouais. Mais si les pouvoirs publics pouvaient les aider à une certaine mesure de le faire, je crois que ce serait bénéfique pour nous tous. Très bien. Alors, Majesté?
Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ou alors, non, la question, voilà, je vais peut-être la poser autrement. Majesté, voilà, la question est, merci. Qu'est-ce que vous avez avant pour qu'on puisse... qu'est-ce que vous avez avant pour implémenter un championnat junior? Ou alors, qu'est-ce qu'ils avaient avant? Puisque vous n'étiez pas joueur, vous étiez arbitre, mais de votre expérience, qu'est-ce qu'il y avait de plus avant qu'il n'y en a pas aujourd'hui pour qu'un championnat junior puisse être, on va dire, implémenté au Cameroun? Oui, premièrement, peut-être nous n'avions pas assez d'argent, mais on peut dire la crise économique ne se visait pas comme de nos jours. Ah, là-bas, on parle de crise économique au Cameroun. Hein? Oui, la crise économique, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que moi, je donne 500 francs pour, disons, supporter le club de mon village ou de je ne sais pas quoi, ça devient difficile. Les gens deviennent un peu égoïstes. Mais il y avait une politique également. Aujourd'hui, les présidents des clubs actuels, c'est des sociétés. Donc, quand quelqu'un crée sa société, il fait un budget. Il estime qu'au bout de tel moment, je peux encadrer 5 ou 3 garçons qui peuvent me rapporter de l'argent. Mais à l'époque, les clubs populaires étaient des clubs des peuples. Donc, cette rivalité de la jeunesse partait à la base. Quand vous étiez président de club, je peux parler de la Dynamo. Allons-y. Vous êtes très proche de la Dynamo. Très proche de la Dynamo. J'ai été beaucoup plus proche de je salue en passant le président Bouss Paul Morand, le doyen, qui est encore vivant. Qui est encore vivant. Double champion. C'est-à-dire qu'il nommait des responsables capables d'avoir aussi des moyens comme eux, à la gestion de ces jeunes. Ouais. Et là-dedans, tu avais le président d'une équipe junior qui avait également une structure, un rayonnement dans ce contexte. Tu avais le président des clubs cadets. Donc ce n'étaient pas les présidents des clubs qui en fait avaient à débourser de l'argent pour leur encadrement. Et c'est donc dans cette pépinière que quelquefois, on cooptait quelqu'un pour rentrer dans l'équipe dirigeante. Et beaucoup sont passés par là. Beaucoup sont passés par là. Vous ne m'avez pas dit la plupart d'ailleurs. Hein. Mais pour la plupart, parce que vous ne pouviez pas rentrer, même si vous étiez un bon politicien, vous ne pouvez pas partir de rien pour dire que je suis secrétaire général, je suis ceci. On vous confiait des responsabilités à la base et vous deviez faire vos preuves d'encadreur, de tout ce que cela suppose, afin que les prochains congrès, qu'on dise, voilà, un fils valable, il peut faire quelque chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous regardez la configuration de nos équipes, il y a plus d'engouement. D'ailleurs, on recrute des gens qu'on paye si on peut les payer. Et si on ne peut pas les payer, et même dans la structure, vous en connaissez un peu mieux en tant que journaliste ce qui se passe dans nos clubs. Si vous n'arrivez pas, Gérard Martin vient de le dire, à structurer l'équipe senior, à plus forte raison les autres catégories. Donc, vivement qu'on revienne à... que l'État reprenne un peu les choses en main, qu'il subventionne et que les gens soient là seulement pour encadrer. Mais financièrement, c'est contraignant. Avec l'État actuel, c'est pas facile que ça se relance. D'accord. Voilà, on parlait donc de la Ligue 2, la Ligue 1 autant pour moi avec la 26e journée, le top match de Bouda avec la rencontre qui opposait Bamoutos au club local à l'Union sportive de Douala. C'était samedi dernier. Une conférence de presse d'avant-match a donc été initiée par les organisateurs, c'est-à-dire la Ligue de football professionnel dans un hôtel de Bouda, quelques heures seulement avant cette affiche qui a finalement été... on va dire, remporté par l'équipe locale Bamoutos de Bouda. Là, c'est l'entraîneur de Bamoutos de Bouda, Fagna, qui donc, on va dire, était sur le petit écran face donc aux journalistes. Ils ont bien voulu répondre aux questions donc, des confrères de la région de l'Ouest et même ceux venus des autres régions du Cameroun. On voulait savoir sur quelle base, par exemple, ou alors sur quel schéma tactique la sélection de Bamoutos de Bouda entendait donc recevoir le nom de Douala. Et au finish, on s'est bien rendu compte que les dirigeants, le staff technique de Bouda a donc bien joué le jeu, puisqu'ils ont caché, n'est-ce pas, leurs différents schémas tactiques. Et à la fin, au stade, l'équipe locale a eu raison. Je le rappelais sur Union de Douala, 3-2. La deuxième victoire donc d'affilée pour l'équipe de Bamoutos de Bouda. Retour donc en plateau pour parler de la deuxième thématique de cette édition. C'est, on va dire quoi, on parle d'arbitrage dans quelques instants. Mais avant de parler, n'est-ce pas, d'arbitrage, on plante d'abord le décor avec cet élément qui revient sur la suspension
de 2 arbitres par le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun la semaine dernière. Saint-Luc et Olivier Hénon ont été suspendus à titre conservatoire pour avoir, on va dire, pour s'être mal comportés à la 25e journée lors de la rencontre qui opposait l'Union sportive de Douala à Young Sport Academy de Bamenda. Juste 4 articles dans cette décision du président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Monsieur Saint-Luc, arbitre central du match Union, Young Sport Academy, du 6 juillet 2016 à Douala, comptant pour la 25e journée du championnat de Ligue 1, est suspendu de toute activité à la Ligue de football professionnel. Dans l'article 2, l'assistant Olivier Hénon écope aussi de la même peine. L'article 3 rappelle la mesure conservatoire de l'acte posé par le général président Pierre Semongue. Mais cette partie de l'article indique aussi les raisons de la suspension. En fond de toile, on peut lire « Manquement à l'éthique » en attendant la fin des enquêtes initiées par les commissions d'éthique, d'homologation et de discipline. Les 2 hommes en noir sont mis de côté. La décision numéro 14, LFPC, PCPGL, 2016 arrive 24 heures après l'incident du stade de la réunification. À l'origine, le but refusé de Young Sport Academy, presque aux ultimes minutes de la fin de la partie, pour un non-jeu imaginaire. Quelques secondes plus tard, l'Union sportive de Douala inscrit le but assassin. Score de la partie, 1-0 en faveur de Nassara Gamakai. Voilà, on va donc, je le disais, entrer dans le vif du sujet. Gérard Matteux et Kani, on va dire quoi, le championnat, beaucoup estiment que le championnat de football de Ligue 1 et Ligue 2 camerounais est un tout petit peu sapé par le mauvais comportement des arbitres. C'est l'appréciation que vous faites également, vous? Je ne crois pas que c'est un phénomène propre au championnat camerounais ou à la ligue de football professionnel de nos ligues 1 et 2. Je crois que c'est un phénomène qui est général. Je l'ai vu l'autre jour, la semaine passée, les dernières semaines, on suivait l'Hérault 2016. Là-bas même, on a ajouté, j'ai vu, on a ajouté des arbitres. Ils sont 5. Oui, on a mis maintenant des arbitres de surface. On croyait qu'en les mettant, ce serait pour aider les autres à mieux voir. Mais je crois que c'était même pire. Parce que je vois quelqu'un qui prend la balle de la main. L'arbitre de surface est là à côté. Il laisse l'arbitre central. Je ne sais pas où les arbitres veulent-ils qu'on arrive. Je ne sais pas s'ils font ça sciemment ou bien. Moi, je ne crois même pas que c'est toujours la corruption. Hein. C'est des erreurs quelquefois bêtes qui n'ont rien à voir avec même l'équipe qui en profite. Parce que quelquefois, vous voyez, vous croyez qu'il en a contre cette équipe. Bon, je comprends aussi que c'est des hommes qui peuvent être faillibles, mais il y a des fautes lourdes, des fautes qu'on ne devrait pas excuser. Ça peut venir sur le coup de l'action, mais je crois que les arbitres gagneraient à faire, je crois que c'est ça qu'il leur faut aussi, des recyclages. De temps en temps, pour qu'on les reforme même s'ils ont été formés, pour qu'on les rappelle à l'ordre même s'ils ont été mis à l'ordre à l'avance. Et je crois que le président de la Ligue est dans son bon élément. Lui qui est un homme de rigueur, il faut les sanctionner quand il faut sanctionner. Mais aussi, il y a des bons arbitres qui font de bons matchs. Il faut en ce moment-là leur donner des récompenses aussi. Très bien, comme celui de Bouddha, Alioum Sidi qui a fait un match impeccable. Alors, Majesté Alessi Bouga, je le disais donc en introduisant donc cette émission, vous êtes là précisément pour apporter votre savoir-faire sur l'arbitrage camerounais. Alors, nous avons affaire ici à la loi 11. C'est comme ça que vous l'intitulez, puisqu'il s'agit d'un problème. Je rappelle rapidement les faits. Le but de Young Sport Academy de Bamenda a été refusé par
le trio arbitral, Saint-Luc, Olivier Eno et la jeune Ateza Bong, qui nous vient de la région du centre, notamment en Nangaïboko, mais seuls 2 arbitres ont été suspendus à titre provisoire ou alors à titre conservatoire, Saint-Luc et, n'est-ce pas, Eno, Olivier. On parle ici de la loi 11, puisque là, on parle, n'est-ce pas, du hors-jeu. Eno a donc signalé une position d'hors-jeu. Mais lorsque vous regardez toutes les images, vous vous rendez bien compte qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Et donc là, la loi 11 a été mal interprétée par l'assistant. Et celui-ci a donc induit le principal, pour ne pas dire le directeur du match, ou alors l'arbitre central à l'erreur. Alors, Majesté Alessi Bougaïket Bilal, la loi 11, qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi dans le football? Oui, merci, capitaine. En réalité, on ne pourrait pas directement commencer par l'énoncé, l'exposé des lois. Comme vous avez suivi, Joran Martin le dit tout à l'heure, il faut dire que de plus en plus, il y a une complexité à gérer l'arbitrage dans le monde. C'est pour ça que même les érudits révolutionnent de temps en temps pour voir si on peut s'adapter. Mais l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Bon, pour dire que, simplement, dans le langage technique, on distingue 2 catégories, on peut dire, de sanctions ou de cas flagrants qui peuvent être à interpréter. Nous nous félicitons que la Ligue professionnelle a pris des décisions conservatoires, c'est-à-dire qu'il y aura un débat de fond. On ira un peu pour voir. Mais déjà, cette mesure est salutaire parce que ça permet aux hommes que nous sommes arbitres de nous interroger, de nous remettre en cause. Les présidents des clubs également de se remettre en cause parce que beaucoup qui crient sont d'ailleurs certainement ceux qui, de près ou de loin, sont à l'origine de ces manquements des arbitres. Dommage que généralement nous aboutons toujours à la dénonciation des faits regrettables des arbitres, mais jamais à ceux qui parfois, on peut dire, il y a des erreurs, mais il y a également des actes que nous regrettons de corruption, que nous reconnaissons, que des présidents des clubs manifestement vont vers les arbitres. Mais on évite toujours d'aborder cette question quand il s'agit de ces hommes-là. Dans aucune juridiction, je vais aller dans les lois. Parce que ce n'est pas encadré. Mais comment voulez-vous que tout le temps on parle des corrompus? Mais, monsieur Martin, vous êtes un responsable. Pouvez-vous imaginer que tout le temps, moi, je suis corrompu et il n'y a jamais de corrupteurs? Mais que les textes disent quoi, Majesté? Pas justement, les textes dans le monde entier, si nous parlons de l'incompétence des arbitres au niveau de la technique, ça s'entend. Mais généralement, au Cameroun, toutes les erreurs d'arbitrage sont considérées comme la corruption des arbitres. C'est ce que nous regrettons. Si nous critiquons la pratique des arbitres, en tant que sportif, c'est bien. Mais si tout s'assimile toujours au fait de la corruption, en ce moment-là, il faudrait que c'est des anges qui viennent arbitrer le match. Mais encore eux, on nous dit qu'ils étaient à Sodome et Gomorrha, ils étaient corrompus. Dieu ne les a pas envoyés pour faire la fornication et la sodomie, comme vous le savez. Mais donc, chaque fois que vous revêtez la constitution humaine, tout ce que vous allez faire aura toujours on peut dire, des anomalies. Mais de là à dire que c'est la corruption, nous disons que toutes les erreurs ne sont pas là. Donc, dans l'arbitrage, pour revenir sur la loi 11. Sur la loi 11. C'est de ça qu'il est question, je crois. Oui. Très bien. Nous n'allons pas nous étendre sur tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière essentielle? De manière essentielle, pour ceux qui nous suivent, qui doivent noter. Ils sont très nombreux. Nous allons d'abord voir que pour cette loi, ne serait-ce que sur les petits aspects, nous allons d'abord définir ce que c'est que la notion de la position de hors-jeu. Deuxièmement, il faudrait voir les sanctions et définitions techniques d'arbitrage. Troisième question, il faudrait voir qu'est-ce qui est applicable sur les fautes d'hors-jeu en tant que loi de jeu. Quatrième, nous allons aborder les infractions en cours de jeu sanctionnables. Nous allons au cinquième, la position et disposition sur les lois de jeu non sanctionnables. Sixièmement, définition technique en résumé. Et septièmement, en petit résumé, des exceptions. Parce que vous pouvez voir, lorsqu'on va évoluer, un joueur peut être hors jeu. Mais il y a une exception. Si vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez ne pas savoir que c'est une exception. Bien, alors, pour la première notion. Allons-y. La position de hors-jeu, tout court, en tant que
terme n'est pas à sanctionner, ce n'est pas une infraction. La loi nous dit qu'en tant que position d'hors-jeu, ce n'est pas un terme ou une disposition sanctionnable. Elle devient donc sanctionnable comment? Parce que l'arbitre qui est sur le match doit créer, sur le plan imaginaire, une ligne qui doit permettre à l'équipe défendante de bénéficier d'une position avancée d'un joueur attaquant. Donc chaque fois, c'est l'arbitre qui crée cette ligne. Et si ce n'est pas l'arbitre, c'est quand vous avez la caméra que cette ligne peut être démontrée. Autrement dit, il ne peut pas être démontré. Il n'y a pas sur le terrain, non, il n'y a pas une distinction qui apporte la notion de hors-jeu. C'est l'arbitre qui crée. Ou une caméra, quelque chose de ce genre. Donc c'est une ligne imaginaire. Ça dépend donc de celui qui interprète cette ligne. Ça peut l'échapper, comme il peut être à cette personne-là, c'est l'assistant, je crois. C'est l'assistant, en premier lieu. Bien. Donc quand vous dites donc que c'est une ligne imaginaire créée par l'homme qui sanctionne, vous devez comprendre comment ça peut être complexe pour toi qui va voir l'interprétation de cette personne et donner un sens. Voilà, c'est d'abord ça. Maintenant, être en position de hors-jeu, simplement, on l'a dit, ce n'est pas une infraction. Deuxième, position de hors-jeu comme infraction. Un joueur doit être sanctionné hors-jeu de par sa position. Il y a la position. Il y a l'intervention dans le jeu de par une manière. Ça peut être sanctionnable. Voilà donc pour la première phase, les deux éléments qu'il faut retenir. Tout à fait. Maintenant, pour la seconde phase, on a donc hors-jeu. Sanctionnable, définition et technique d'arbitrage, doit être sanctionné hors-jeu. Le joueur d'une équipe qui se trouve être plus près ou proche de la ligne de but de l'équipe adverse. Première chose. Cette position, il doit être plus avancé que le ballon. Et l'avant-dernier défenseur que nous appelons désormais techniquement adversaire, parce que défenseur, dans le langage des entraîneurs, c'est celui qui défend. Mais adversaire, c'est tout joueur qui se trouve sur l'espace de jeu. Alors, il faut retenir que cette manière de se positionner a donc des dispositions que la loi valorise. C'est pour ça que nous allons avoir dans la troisième partie application des lois du jeu par rapport à la position d'hors-jeu. Très bien. Avant cela, puisqu'on va aller méthodiquement et pas à pas, alors Gérard Martin-Ekane, sur les trois notions déjà, sur les deux notions déjà évoquées, la notion de position de hors-jeu, la notion de la définition technique d'arbitrage, est-ce que sur les deux notions-là, si on s'arrêtait à ce niveau d'abord, avant que le spécialiste ne poursuive, Gérard Martin-Ekane, qu'est-ce que je vais poser comme question? Est-ce que vous avez l'impression que nos arbitres, sur ce que vous voyez tous les dimanches lorsque vous allez au stade, vous avez l'impression qu'à ce niveau-là, c'est maîtrisé par les hommes en noir? C'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus hommes en jaune? Il devrait maîtriser parce qu'il n'est pas arbitre qui veut. Mais qui peut? Mais qui peut? Oui, c'est quelqu'un qui est capable d'arbitrer, de connaître et qui a appris à connaître les lois du jeu, qui doit être à ce niveau, à cette responsabilité à un match de football. Et puis, lui qui connaît donc les lois, les règlements du jeu, il devrait connaître que, on a dit, lorsque le ballon est derrière et que le joueur attaquant est plus avancé que le joueur défendant par rapport au goal, c'est là, c'est ce qu'il veut dire Sa Majesté. C'est là qu'on parle de hors-jeu. Mais si le ballon est déjà venu et que lui, il vous bat par exemple en vitesse, il se retrouve plus devant que le joueur défendant, alors il n'est plus hors-jeu. C'est l'arbitre qui a... Malheureusement pour nous, c'est que l'arbitre n'a que quelques secondes. Mais il est formé pour ça, justement, il faut qu'il gère. Tout ça est décidé. C'est pour ça que je déplore donc la responsabilité de nos hommes en noir qui aujourd'hui ne sont plus que... parfois en jaune, oui, même en rouge. En vert, même en vert. Quelquefois en blanc. Ouais. Ce qui leur collerait. Comme en Italie et consorts. J'ai vu l'autre jour
Permettez que je revienne. J'ai En une l'autre minute, jour, Gérard. je crois que c'est les demi-finales du match de la France. France-Allemagne. Oui, je crois qu'un défenseur français prend le ballon de la main en pleine surface. J'aurais accepté que l'arbitre laisse jouer sans rien dire. Mais ce qui m'intrigue, c'est que l'arbitre, non seulement il ne siffle pas ce pénalty parce que ça en était un, mais encore selon vous, hein, oui, parce qu'il y a un débat entre la main et aller vers, bon, c'est pas si c'est oui, ce débat-là. J'en sais. Tout à l'heure, on va poser la question à l'expert. Lorsque la main est sur le corps et que le ballon vient sans sur mouvement, la main, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Lorsque la main est en mouvement, mais lorsque la main est en mouvement, écartée, que ça parte. On estime que ça peut empêcher, n'est-ce pas? Et c'était ça le cas. La main est allée vers le ballon et non seulement l'arbitre ne siffle, laisse jouer, mais il fait même un geste de la main pour dire jouer. D'accord. C'est pour dire que j'ai vu. D'accord. J'ai vu la main, mais je ne siffle pas. Très bien. Moi, le directeur. Alors, Majesté, rapidement, vous apportez un éclairci avant de poursuivre avec l'application de la loi, des lois de jeu. Rapidement sur le débat. La main est allée ou alors c'est pas trop... Ce débat existe toujours, c'est ça? Oui, on ne peut pas faire l'arbitrage. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Parce qu'il y a toujours ce petit débat. Il a touché de la main ou alors il a manié, je crois que c'est l'expression, mais l'arbitre n'a pas signalé... Vous verrez dans la suite de ce que nous allons développer tout à l'heure que ceux qui ont fondé les lois du jeu, ils n'ont pas pu trouver autre chose que de dire que dans l'opinion de l'arbitre. Dans l'opinion de l'arbitre. Dans l'opinion de l'arbitre. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas à l'instant T le responsable de cette décision, vous ne pouvez pas qualifier si c'est la main qui est allée vers le ballon ou c'est le ballon. Il n'y a que lui. Maintenant, nous pouvons interpréter, parce que c'est à lui seul qu'on a donné le pouvoir d'interpréter et de sanctionner. Ou pas. Maintenant, quand nous revenons donc sur les images, on peut se dire que si j'étais à sa place, je n'aurais pas ou j'aurais. Mais lui, c'est que je m'en réjouis pour Gérard Martin, il a dit qu'on a un laps de temps. Mais si vous allez développer pour un laps de temps les 7 théories que je viens d'énoncer pour une seconde, avant qu'on ne critique l'arbitre, on devrait d'abord le féliciter pour dire qu'on n'est pas arbitre qui veut, mais qui peut. Parce que ce n'est que les petites notions. Bon, Gérard a triché un peu, c'est une formule, elle n'est pas de Gérard Martin et Kani, elle est du président de la République. Mais non, mais cela s'applique pour toutes les catégories de compétences qui sont avérées. Félicitations à M. Gérard Martin et Kani. Ok, vous avez repris le président de la République. Allons-y, Majesté Boubaï. Alors, l'application des lois de jeu. Nous sommes à la troisième notion. La troisième notion, voilà. Très bien. Alors, nous disons que dans cette notion, un joueur ne doit pas être sanctionné hors jeu dans 3 cas précis. Vous voyez, il ne doit pas être. C'est la même personne qui doit au même moment faire l'application. Mais toi, tu observes, tu diras des choses après. Il ne doit pas être. C'est lui seul qui sait. Quand il est sur le terrain, lorsque ce joueur se trouve dans sa moitié de terrain, c'est court. Ça doit dire qu'après la ligne médiane, si vous êtes dans votre camp, vous ne pouvez pas être pénalisé hors jeu. Mais vous savez, la notion de hors jeu, on nous dit dans les stages, c'est une image fuyante. Parce que ce jeune homme que vous avez prétendu avoir vu dans sa propre moitié de terrain, une seconde, il n'est pas hors jeu. Il n'est plus hors jeu. Lorsque vous l'avez vu, qui n'était pas hors jeu, parce qu'il était dans sa moitié de terrain, à peine vous clignez le bec, il peut déjà être à l'intérieur du terrain lorsque le ballon est envoyé. Il faut être un ange, d'abord. Oh là là, Majesté. Nous disons oui, nous disons que les arbitres, sans être archétypes, mais vraiment, il y a un instinct. Sinon, vous ne pouvez pas arriver à ce stade. C'est une image simple. Il faut donc sélectionner les meilleurs. Mais c'est justement que c'est les meilleurs qui arrivent au sommet. C'est un peu comme les pilotes. Justement, on n'est pas pilote qui veut. Et jusque-là, mais qui peut pour répondre Gérard Martin et dans toutes les erreurs d'arbitrage, comme l'a dit Gérard Martin, on a une grande tolérance au niveau de la pénalisation des hors-jeux. Parce que c'est une image fiable. Par contre, lorsque la balle va vers la main, ou la main vers la balle, ça peut encore être une image stable. Oui. Mais alors, le joueur que vous avez prétendu voir dans sa propre moitié de terrain, avant qu'on ne l'envoie le ballon, vous voulez récupérer une position, il a déjà traversé la ligne. Il devient pénalisable. Mais le ballon est peut-être pas encore parti ou parti. D'accord. C'est pas facile. Majesté, on me fait savoir qu'il me reste, je crois, 10 minutes, c'est ça? D'accord. On va l'en dire. D'accord, on va aller rapidement. On a dit, lorsqu'il se trouve dans sa propre moitié du terrain, il n'est pas sanctionnable. Lorsqu'il se trouve
à même hauteur que l'avant-dernier adversaire ou à la même hauteur que les deux derniers adversaires, c'est là alors où c'est très compliqué. C'est là où la création d'une ligne imaginaire ne peut pas satisfaire tout le monde. Lorsqu'il se trouve à la même hauteur, il n'y a pas une corde qui les tient. Mais il doit trouver une raison de dire qu'ils y sont ou ils ne sont pas. Infraction en cours de jeu, voilà. sanctionnable. Bon, infraction en cours de jeu, le principe. Parlons d'abord sur ces infractions. Oui. Nous avons ici la notion 4. Le principe. Le joueur ne doit être sanctionné hors jeu que dans le contexte. Si au moment où le ballon est touché par un coéquipier joueur, prend sur l'avis, c'est ce que je vous disais, sur l'avis de l'arbitre. Lorsque le ballon est joué par le partenaire et que ce joueur se trouve à une position que nous estimons plus avancée, c'est l'avis de l'arbitre. L'arbitre ici, il peut être celui qui est central, qui peut être l'assistant. Là, on ne les distingue pas. Parce que l'arbitre qui est sur le terrain peut avoir une meilleure position de voir le mouvement de ballon à un angle que l'assistant. C'est pour dire que si c'est l'adversaire qui a le ballon, c'est par exemple le défenseur. Si c'est le défenseur qui a le ballon et que l'attaquant adverse est placé hors jeu, il n'y a donc pas hors jeu. Ah justement, nous allons y arriver. Parce que là, vous anticipez. Mais vous allez découvrir maintenant qu'il n'y a plus en ce moment-là. On va le voir dans les innovations. Allons-y. Bien. Alors, nous disons les actes posés par le joueur. Là maintenant, quand on doit le sanctionner, il faut savoir qu'il y a 3 cas précis. Il y a une disposition qui veut que ce joueur, soit il intervient dans le jeu, soit lorsqu'il interfère avec un adversaire, ou lorsqu'il tire un avantage de cette position. Il faut que vous ayez ça, la notion. À quel moment et quel est donc au niveau de législateur, ce qu'il appelle ici intervenir, interférer ou tirer un avantage déloyal. Bon, la 4e disposition, définition, les dispositions non sanctionnables. Il n'y a pas... La 5e. Il y a la 5e. Il n'y a pas d'infraction sur la notion de hors-jeu. Quand un joueur reçoit le ballon directement, il y a 3 cas. Sur un coup de pied, de but. Vous pouvez même aller dormir là-bas. Mais si sur un coup de pied de but, qu'on appelle vulgairement dégagement de 5,50 m. Tout à fait. Si vous dormez même dans les goals, et que vous êtes là, quelle que soit la nature de ce qu'il y a, si ce dégagement, si ce ballon vous retrouve là, la notion veut que de cette position, vous n'êtes pas hors jeu. Lorsque vous recevez le ballon d'un coup de pied de but, de la rentrée de touche, lorsqu'on effectue une rentrée de touche, toute l'équipe peut même être dans les goals. Si vous voulez dormir, ce joueur-là qui reçoit directement ce ballon de la rentrée de touche n'est pas hors jeu. C'est que la plupart de nos entraîneurs ou de nos spectateurs ne le savent pas. Pour eux, un joueur qui est isolé, à tout moment, il doit être sanctionné hors jeu. Très bien. Mais la loi vous le dit, non. Lorsque directement le ballon est en corner, parce qu'en principe pour le corner, cela va tout seul. Parce que le ballon est plus avancé généralement que tous les autres joueurs. Bien, voilà alors. Maintenant, le hors-jeu sanctionnable sur le plan technique. Quand on sanctionne un joueur hors-jeu, qu'est-ce qu'on applique contre lui? Ce n'est qu'un coup franc indirect. C'est-à-dire que ce ballon ne peut pas être validé si on tire directement dans les buts sans que quelqu'un d'autre n'ait touché le ballon. Quelle que soit la position du ballon, avant la pénalisation du joueur, l'endroit où il se trouve hors-jeu, c'est là où on ramènera le ballon pour l'exécuter. Très bien. La 6e notion, nous disons maintenant que la définition suivante s'applique. Là, c'est là où ça doit être intéressant. La première notion, nous avions dit que le joueur qui est plus près ou qui est plus proche de la ligne de but adverse signifie quoi? On dit ici, signifie que n'importe quelle partie de la tête de ce joueur, du corps de ce joueur, des pieds de ce joueur est plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon, l'avant-dernier adversaire ou l'ensemble. Dans les parties du corps, on a excepté les bras, ce que vous devez savoir. Donc un joueur, si son bras... Les bras ne sont pas hors jeu. Les bras ne sont pas hors jeu. Mais quelquefois, on vous dit oui, mais la position d'hors-jeu ici est exclue, je peux mettre mes bras. Oui. Mais toutes les autres parties du corps qu'on a citées, sauf les bras. Mais parfois, on vous fait le procès que son bras était dépassé. Parce qu'on a dit,
la position hors-jeu de position. Très bien. Voilà, Majesté, pour donc terminer, on va voir quelques exceptions, nouvelles dispositions sur le hors-jeu rapidement. Voilà. Avant donc quelques exceptions. Oui, allons-y, Majesté. Là, un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire à l'exclusion d'un ballon que repousse le gardien de but ou tout joueur, le suppléant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a plus hors-jeu. Si un joueur de champ, délibérément, ce n'est pas qu'il a heurté le ballon, quelle que soit la position où il veut jouer le ballon, même de manière, on peut dire, inadvertance. Si dans l'intention, il voulait jouer le ballon vers ses buts, le joueur qui est en position d'hors-jeu s'en accapare, il marque. Très bien. Sauf que si ce ballon est renvoyé par le gardien ou celui qui le substitue dans le cadre où il n'est plus sur sa ligne de but. Très bien. Alors, Majesté Alessi Bougaï Ked, très rapidement, on a suspendu 2 arbitres la semaine dernière. Quel est votre commentaire en tant qu'expert en arbitrage? Est-ce que ces arbitres-là avaient tort ou alors est-ce qu'on a eu tort de les suspendre? Non, ce serait péjoratif. Premièrement, ici, vous avez manqué de l'image. Parce que moi, je ne peux pas me prononcer sur les sanctions. Vous n'avez pas vu les images de cette rencontre? Les images de cette rencontre, je vous avoue, je ne les ai pas vues. D'accord, donc on ne peut pas commenter. Je ne peux pas commenter. Très bien. Mais tout ce que je sais, c'est que la Ligue, qui est organisatrice des compétitions, ne peut pas être laxiste, ou du moins, ce n'est pas le seul arbitre qui ait joué les matchs toute la saison. Certainement qu'on doit avoir relevé quelques manquements. Mais ce qui me réjouit, le terme conservatoire ne s'adresse pas seulement à cet arbitre. Très bien. Ça s'adresse au public, même des autres matchs, oui, aux arbitres de manière générale, et même à celui qui a évolué, pour dire qu'il y a des faits que nous observons de part et d'autre qui nécessitent quand même qu'on ait un peu de recul par rapport à tous les acteurs. Très bien. Donc, on se félicite qu'ici, il n'y a pas une durée. Oui. Ça voudrait dire qu'on peut retrouver ce garde demain si les faits ne sont pas avérés. Parce que les commissions sont en train de travailler. Sont en train de travailler. Et même, on peut regarder ces prestations précédentes pour remarquer que non, ça peut être une erreur d'arbitrage. Mais si c'est récurrent, il va se trouver en train d'être sanctionné avec des délais ou... Merci infiniment, Majesté Alessi Bougaï de Gérard Martin et Kane, on va boucler. Finalement, un arbitre qui peut, mais non qui veut. Oui, c'est ça. C'est qui peut. Vous avez suivi le cours. Oui, voilà un expert de l'homme le plus qualifié, en tout cas que nous, qui vient de nous expliquer. Je voudrais plutôt rebondir sur le fait que rapidement, parce qu'on conclut. La sanction est justement là parce que la sanction est là un triple but. Le premier étant que vous avez mal fait, alors on vous tape sur les doigts. Le deuxième but de la sanction est que, comme vous avez fait, ne recommencez plus. C'est pour ça qu'on vous sanctionne. Le troisième but est que, comme vous servez d'exemple aux autres pour qu'ils ne fassent pas aussi mal que vous. C'est pour ça qu'on vous sanctionne. Moi, je crois que la Ligue est dans son élément. Il faut sanctionner quand c'est mal fait. Merci infiniment. Je vais juste rappeler que ces sanctions viennent juste après une grosse réunion que le général Pierre Semengue avait tenue avec les parties prenantes, c'est-à-dire les arbitres. Il avait été clairement dit que ceux des arbitres qui vont bien se comporter seront encouragés et ceux qui vont enfreindre, n'est-ce pas, les lois du jeu vont être sanctionnés. Alessi Bougaï Ked, ancien arbitre international, expert en arbitrage, inspecteur des matchs, commissaire de matchs, était avec nous en plateau. Merci, Majesté. Merci, capitaine. Je crois que je ne vous prends pas le temps, mais je voudrais que ceux qui nous suivent, qu'il n'y ait pas de velléité, tu en sais un peu, mais mes interventions commencent un peu à énerver certains qui trouvent toujours des cheveux sur la tête d'un chauve. Donc, vivement, chaque fois que vous m'inviterez, surtout pour édifier les auditeurs pour les lois du jeu, je crois que je me prêterai à ce jeu. Voilà. 1000 fois merci à vous, Gérard Martin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu ici, vous êtes venu ici en plateau pratiquement comme un militaire. Hein. Oui, je suis militaire et il faut, chaque fois que
le devoir m'appelle, je dois courir pour répondre. Merci aussi. Merci à toutes nos équipes techniques. Je voudrais saluer au passage, n'est-ce pas, la présence de Yves Tadiofo, notre réalisateur, et ainsi qu'à tous ceux qui ont concouru pour la réalisation et, on va dire quoi, la réussite de cette émission. Mille fois merci à vous, mesdames, messieurs, amis sportifs, d'avoir regardé. Nous aurons sans doute le plaisir de vous retrouver mardi prochain, mais attention, les rediffusions sur Camnews 24 Télévision, ne les loupez sans aucun prétexte. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.